Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on va débattre et commenter l'actualité avec Noémie Alioua, essayiste, chef de service chez Factuel. Vous avez publié La terreur sous nos draps aux éditions Plomb et vous revenez d'Israël où vous êtes parti tout de suite dès le début, tout de suite après les attentats et vous nous raconterez un petit peu, puis on vous réinvitera dans l'émission Média pour nous parler du travail des journalistes là-bas. Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France, bonjour. Vous êtes également enseignante, c'est important aujourd'hui, puisqu'on va parler évidemment du classement PISA et du choc des savoirs proposé par Gabriel Attal. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons-en-Barœul, bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours membre du bureau national du PS ? Pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Et nous attendons Thomas Elexhauser, délégué national des centristes et conseiller départemental de l'Eure. Avant de commencer, le Père Noël descend tous les jours, toutes les heures dans le studio de Sud Radio. Et le grand sapin de Noël, c'est maintenant. Et évidemment, vous allez pouvoir participer à notre tirage au sort. Et vous gagnerez peut-être une séance photo professionnelle en famille avec la shootingbox.com. Vous pourriez gagner un coffret sérum beauté, les duos de Garancia ou encore plein d'autres cadeaux. Il y a des séjours, des enceintes connectées, bref, plein de choses. Et pour gagner, vous nous appelez au 0826 300 300. Et allez, on va prendre le 25e appel. Je lance le défi. On veut que vous soyez nombreux à nous appeler sur Sud Radio. Bonne chance. Et on tirera au sort dans quelques instants le gagnant. Évidemment, on va revenir sur le classement PISA. On en a beaucoup parlé hier, mais on va aussi revenir sur les propositions plus que des propositions, les décisions de Gabriel Attal. On va parler on n'a toujours pas pu parler depuis le début de la semaine de la cérémonie d'ouverture des JO et je trouve que c'est important d'en reparler. Est-ce qu'il faut un plan B? Et puis Crépol, le scénario d'une bagarre généralisée. Êtes-vous pas d'accord, parce qu'il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, mais visiblement les révélations du Parisien hier donnent un autre éclairage que celui qui avait été donné en tout premier. Commençons peut-être avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Thomas Elexhauser vient d'arriver. On va commencer avec vous, c'est vraiment l'actualité de ce matin. Gérard Larcher chez nos confrères d'RTL. Vous voulez lui faire un coup de cœur? Excusez mon retard, Anne Hidalgo décidément nous veut beaucoup de bien à Paris. Non, coup de cœur, ça peut paraître un peu curieux, mais j'ai écouté ce matin Gérard Larcher qui a dit ferme ta gueule à Monsieur Mélenchon. Vous voulez qu'on l'écoute? On va l'écouter dans le contexte, parce qu'effectivement la journaliste le fait réagir sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui désignait Ruth El-Krief comme une fanatique et qui méprise les musulmans. Écoutez. C'est irresponsable. Quelqu'un qui a des millions d'abonnés sur X et qui se comporte de cette manière, qui en quelque sorte par sa parole crée un brasier qui peut enflammer, diviser, qui montre du doigt une de vos consoeurs, et on voit bien avec quelle allusion derrière, eh bien je dois dire que c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Pour moi, Jean-Luc Mélenchon s'est mis en dehors de l'arc républicain. Vous lui dites quoi ce matin? Tais-toi? Oui, ferme ta gueule. Voilà, c'est clair, net. Je pense que c'est venu du cœur, donc c'est un coup de cœur pour le ferme ta gueule de Gérard Larcher. Je pense que un moment ras-le-bol depuis des semaines et des mois d'un délire pour le coup fanatique de la part de Mélenchon vis-à-vis de tout un tas de sujets de société, de sujets d'actualité où il n'y a plus aucune polémique et qui arrive à écraser l'autre tellement ça s'enchaîne. Et je trouve que la forme est un peu surprenante de la part du président Larcher, mais je pense que beaucoup de Français le pensent, qu'aujourd'hui M. Mélenchon est le meilleur développeur du Front National dans notre pays. Et il est tellement extrême qu'il fait passer Marine Le Pen pour un ange. Et au final, ce coup de cœur, ce coup de gueule, c'est peut-être un peu mérité. Voilà. Oui, même le ta gueule, la forme ne vous choque pas? Moi, oui, Alexandra Spiner. Sur la forme et sur le fond, je partage votre coup de cœur pour Gérard Larcher. Ouais. Voilà, je pense qu'il était temps que quelqu'un dise les choses clairement, parce que on tergiverse, on explique, on analyse, on décortique. Maintenant, ça suffit.
On atteint quand même des sommets d'indignité avec Mélenchon, et je trouve que un grand personnage de l'État qui dit ferme ta gueule, et ben moi je m'en réjouis vraiment. Et pourtant Dieu sait que parfois je suis un petit peu tatillonne sur la forme. Le niveau du président de l'Assemblée, du Sénat, disant ferme ta gueule et ça arrange pas la politique. Mais là, désormais, on est sur l'accusation. Moi, je suis pas d'accord avec ses interlocuteurs. On est sur l'accusation. Je suis pas vraiment d'accord sur la forme. Pour tout vous dire, moi aussi, Jean-Luc Mélenchon m'exaspère, mais là, on a quand même Gérard Larcher, le troisième personnage de l'État. Je pense qu'il y a d'autres façons de dire les choses. Encore une fois, il y a le fond et la forme. Le fond, c'est que Jean-Luc Mélenchon devient intenable, insupportable et même dangereux. Ça, le fond, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord là-dessus. Maintenant, dire ferme ta gueule, je pense à Jean-Luc Mélenchon, c'est quand on est le troisième personnage de l'État, encore une fois, c'est pas à la hauteur du personnage, des responsabilités. C'est pas ce qu'on attend d'une arène politique. Il y a des façons de dire les choses. Il aurait pu lui dire ferme ta robinette. Voilà, tout simplement. Et je suis sûre qu'on aurait compris la même chose. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une dérive quasi maintenant trumpiste de Jean-Luc Mélenchon qui s'exprime sur Twitter. Vous savez, c'est quand on a une forme de logorée, de diarrhée verbale, et c'est vraiment le concernant, ça devient extrêmement préoccupant. Maintenant que le troisième personnage de l'État, dont tout le monde reconnaît d'ailleurs qu'il est à la hauteur de sa fonction et qui fait honneur à l'institution qu'il préside, je trouve que c'est un petit peu dommage cette formulation, parce qu'effectivement quelque part on accrédite, si vous voulez, les outrances qui sont celles d'un certain nombre de responsables de la France insoumise dans l'expression. Et donc je pense que sur le fond nous sommes assez d'accord avec le coup de gueule de Gérard Larcher, mais je pense qu'il faut faire quand même attention à l'usage des mots, parce que qu'est-ce qu'on dira demain quand Jean-Luc Mélenchon va dire la même chose à je ne sais qui. Donc voilà, il faut qu'on soit cohérent. Je pense que c'était pas prémédité de la part du président Larcher, que ça sortit qu'un cri du cœur, sans doute, par un ras-le-bol absolu. Là, on parle quand même d'une journaliste qui, depuis dimanche, est sous protection policière, parce qu'elle a été pointée, ciblée par une personnalité politique de premier plan, qui a été ancien ministre, ancien candidat à l'élection présidentielle, chef de parti politique, a été parlementaire sur plusieurs mandats. Et jusqu'où cela va s'arrêter? Mais il ne s'agit pas de le dédouaner, il s'agit juste de dire que la manière n'est pas la bonne, parce qu'on est dans une démocratie qui tient encore à peu près la route, et on a besoin de personnages politiques qui sont aussi à la hauteur des enjeux et des événements. Voilà. Si même eux se décrédibilisent et parlent n'importe comment, ça fait partie de l'abaissement du débat public. Alors je pense que si quelqu'un de la France insoumise avait dit ça, on serait tous en train de dire quel scandale. Non, mais écoutez, moi je pense qu'il faut ramener, il faut rappeler les faits. Les faits. Il y a une journaliste sur laquelle M. Mélenchon a mis une cible. Bien sûr. Ah non, et pour des raisons que nous n'avons pas encore évoquées ici, mais parce qu'elle est juive. Voilà. Il ne s'agit pas du tout de défendre. Non. Là, je peux vous assurer qu'il ne s'agit pas du tout de défendre. On subit M. Mélenchon. Loin de là. On subit M. Mélenchon. On subit ses excès, on subit ses obscénités. Moi, je pense que, au contraire, que quelqu'un comme le président du Sénat, et qui fait honneur à l'institution qu'il préside, comme vous l'avez évoqué précédemment, puisse sonner la fin de la récréation sur un ton peut-être un peu familier. Eh bien, moi, je m'en réjouis. Ça suffit. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas dit cela, on n'en aurait pas parlé ce matin. C'est-à-dire qu'il n'aurait dit que je condamne les propos de Jean-Luc Mélenchon. Bon, là, le ferme ta gueule interpelle, tout le monde en parle, c'est sur les réseaux. Je me réjouis qu'on en parle. Donc ça remet effectivement, pour le coup, je ne sais pas si c'était prémédité ou pas. Peut-être que cette expression remet en lumière tout ce qui s'est passé depuis des semaines. Ouais. Parce qu'on parle de Ruth Elkrief, mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, a été pareil, la cible personnelle des attaques délirantes de M. Mélenchon. Et moi, je trouve que de la part d'une personne politique de ce niveau-là, c'est d'une tristesse absolue de tomber si bas de la part de Mélenchon. Mais aujourd'hui, très peu de personnes seraient capables de défendre Mélenchon. Vous regardez le papier dans le Figaro, y compris au sein de son propre parti politique, y compris dans sa propre garde rapprochée. Il est de plus en plus isolé, il est de plus en plus seul. Mais quelque part, heureusement, parce que les propos qui sont les siens, les outrances qui sont les siennes, les obsessions qui sont les siennes, son comportement qui vise effectivement à mettre des cibles dès que les
dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, ou parfois, et vous avez raison de l'avoir souligné, il y a quand même aussi, en l'occurrence, pour Madame Braun-Pivet et également pour Madame Elkrief, quelque chose qui n'a pas été dit et qui est insupportable, c'est-à-dire qu'on s'attaque à des personnes en raison de leur confession religieuse. Donc là, il y a une dérive à laquelle il faut mettre fin. Après, je ne suis pas persuadé que c'est en utilisant ce langage familier, c'est ça qui interpelle, c'est que on connaît Gérard Larcher, on est un peu étonné de cette expression, même si, encore une fois, sur le fond, il faut dire maintenant à Jean-Luc Mélenchon que ça suffit, qu'il faut s'arrêter et qu'il faut parfois savoir se taire. Et je crois que la réaction de Larcher était à la hauteur des propos outranciers de M. Mélenchon. On se retrouve dans un instant après le journal et puis nous aurons notre gagnante. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Et tout de suite, Jean-Paul Delperrier avec les pronostics hippiques. Bonjour Jean-Paul, vous êtes à Vincennes aujourd'hui. Bonjour ma chère Valérie, bonjour à tous. Le prix de Villers-Cotterêts va nous être présenté dans la Réunion 1. Course 1, un parcours de 2100 mètres, départ Autostar. Course européenne avec 15 concurrents âgés de 6 et 7 ans. Le 10 Bomberman, lui, par contre, est forfait. Attention au 2, Hamilton Duham, qui a attiré mon attention et c'est donc mon favori devant le 8 Bahia del Circeo, 3 Santos de Castella, 4 Ostia, 16 Bangladesi, 9 Frodo S, 12 Mr Donald et 13 Fetlock Joint, 2, 8, 3, 4, 16, 9, 12 et 13. En sélection du jour à Deauville, en Réunion 4 course 5, je vous conseille le 14 Brezzo Razza et conseille également de continuer à me suivre puisque hier vous touchiez tiercé, quarté et quinté. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et tout de suite, avant de reprendre nos débats, nous avons notre gagnante, la grande gagnante, c'est Juliette. Bonjour Juliette. Bonjour. Vous nous appelez de Toulouse, vous êtes à l'écoute de Sud Radio tous les jours ? C'est ça, je suis commerciale sur les routes, donc vous m'accompagnez partout. Super, bah écoutez, c'est une récompense bien méritée, donc vous allez ouvrir votre cadeau en direct sur Sud Radio. Et c'est une tablette tactile qui est offerte par la Confédération des buralistes. Vous allez pouvoir, comment on dit, sweeper, aller chercher des informations, regarder des films, travailler, l'emporter partout avec vous. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit regarder les podcasts de Sud Radio. Oui, absolument. Oui. Vous en aviez Nickel. déjà une ou pas ? Non, ça tombe très bien pour les fêtes. Et vous allez la garder ou vous allez l'offrir ? Ah non, je la garde pour moi. Ah bah vous avez bien raison. Et puis on ajoute un ballotin de chocolat fin et de truffes moelleuses de Jeff de Bruges. C'est un coffret d'1 kilo de chocolat qui vous est offert. C'est fondant, c'est croustillant, c'est onctueux. Et là, vous pourrez peut-être partager quand même, non, la boîte de chocolat. J'envisagerais peut-être. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas faire. Non, absolument. Eh ben, écoutez, on est ravis pour vous, Juliette. Soyez prudente au volant et continuez à écouter Sud Radio. Le grand sapin de Noël continue évidemment jusqu'au 25 décembre. Toute la journée, vous pouvez gagner toutes les heures un cadeau. Et puis, en vous connectant également sur les réseaux sociaux, vous pouvez, grâce aux réseaux sociaux, participer à notre concours. Parce que j'ai une auditrice qui me dit, moi, je peux pas appeler. Bah, vous participez sur les réseaux sociaux. On continue nos débats avec Noémie Alioua, essayiste, chef de service chez Factuel. Vous avez publié La terreur jusque sous nos draps, qui est paru chez Plomb. Alexandra Spiner, conseillère régionale LR d'Île-de-France. Baptiste Ménard, maire adjoint de Mont-Saint-Barreul. Et Thomas Alexhauser, délégué national des centristes et conseiller départemental de l'Eure. On va revenir sur le classement PISA et en particulier les annonces faites par Gabriel Attal. Il vient d'annoncer également un très grand essai sur l'uniforme, une expérimentation. Je trouvais pas le mot, merci. Une expérimentation à large échelle sur l'uniforme à l'école. C'est vrai qu'on en parle et que personne n'a vraiment tenté de le mettre en place de façon un peu sérieuse. On va revenir sur l'attentat terroriste à Paris et d'autres sujets avec vous. Vous vouliez rester sur Jean-Luc Mélenchon, vous vouliez préciser, Alexandra Spiner. Oui, parce qu'on a toujours tendance à vouloir le caricaturer. Alors, il est une caricature en lui-même, mais au fond, expliquer que c'est un vieux fou qui éructe dans son coin. Je précise quand même que les tweets de M. Mélenchon sont validés
par sa garde rapprochée. Oui. C'est-à-dire que c'est pas un vieux monsieur atteint de démence sénile qui pianote sur son téléphone. Pas du tout. Tout ça est une stratégie politique, certes obscène, mais qui est tout à fait partagée par les cadres de ce parti. Donc il faut pas. Enfin, j'ai bien lu aussi l'article du Figaro qui explique qu'il est très isolé. Il a quand même tous ses abonnés et beaucoup de Français qui le suivent. Ne nous méprenons pas, et je pense qu'il représente un vrai danger. Et même précisément, j'ai regardé sur son compte Twitter un petit peu plus tôt dans la journée, il a 2,7 millions de personnes qui le suivent sur Twitter. Donc c'est évident qu'il a une influence, une puissance de frappe et une capacité de créer une dangerosité qui est évidente. À un moment donné, il y aura aussi une responsabilité de la plateforme Twitter au regard des tweets qu'il publie, dont certains, je le disais tout à l'heure, flirtent avec l'antisémitisme. Et donc on ne peut pas accepter cela dans notre pays. Et là-dessus, c'est un sujet démocratique qu'il faudra porter rapidement. Alors ça fait évidemment beaucoup réagir. Manuel Bompard tweet: dire de Ruth Krief qu'elle est manipulatrice, c'est une insulte antisémite. Menace et mettre une cible dans le dos. Dire à Jean-Luc Mélenchon de fermer sa gueule, c'est un recadrage. Mot clair, ça fait du bien. La caste médiatique est en plein naufrage. Je vois pas comment on peut comparer les deux. Mais il faut qu'il lâche un petit peu Ruth Krief. Non, mais sérieusement. Mais surtout qu'il n'était pas question de manipulatrice, il était question d'accuser Ruth Krief dans son travail de journaliste de fanatisme et d'avoir un exercice de son métier de journaliste orienté. Ce qui est quand même hallucinant dans cette histoire, c'est qu'on assiste à une communautarisation de la vie publique par un leader qui a décidé de mettre les religions au milieu de l'action publique et politique, au milieu des idées, et de mettre des cibles sur des personnes de confession juive, et d'essayer de développer un discours antisioniste, antisémite, et d'en faire un argument électoraliste pour trouver une clientèle électorale qui trouverait un écho favorable à cette dimension-là. Et là, pour la première fois dans notre histoire politique, on assiste à cette bascule totalement délirante. Un journaliste dit: les sénateurs sont interloqués par le ferme ta gueule lancé par Larcher à Mélenchon. Mélenchon n'est pas hors de l'arc républicain, dit l'un. On verra comment il réagit la prochaine fois que quelqu'un lui dira à Larcher ferme ta gueule en séance. Drôle d'ambiance. Mais moi je pense que Mélenchon est justement hors de l'arc républicain. Voilà, donc. Oui, bon. On va continuer notre tour de table avec vous, Baptiste. C'est une fatigue. Oui, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Ça vient du cœur. Voilà. Alors, c'est pas ferme ta gueule, mais c'est ras-le-bol. Ras-le-bol des 49.3. On a lu le 20e, là, si je ne m'abuse, et si je continue à savoir compter. Je pense que voilà, on est dans une crise démocratique, dans une fatigue démocratique, dans un contexte où les citoyens, et parfois même nous-mêmes en tant qu'élus, on se pose la question du sens du vote et nous nous habituons au 49.3. Est-ce que dans un pays démocratique, nous ne devrions pas pouvoir débattre et voter pour décider des grandes orientations? Nous avons quand même débattu sur 500 milliards d'euros, à savoir le budget de l'État et de la sécurité sociale, où il y a eu donc une adoption sans vote. Je pense que ça n'est pas bien, et je pense que ça légitime justement le discours des populistes qui est à l'œuvre, qui consiste à dire que finalement la démocratie, tout ça est une fiction, la démocratie représentative est un carcan. Et donc voilà, je pense que Emmanuel Macron avait été élu en 2017 sur la promesse de se dire que justement il allait construire de nouvelles majorités en écoutant la droite, la gauche, etc. Tout ça s'est fracassé sur le mur du réel. Et aujourd'hui, je pense que la manière dont les débats se déroulent à l'Assemblée nationale, et en particulier dans cette séquence de vote budgétaire, l'absence de débat crée une frustration, crée une incompréhension démocratique qui est utilisée par les populistes de tout poil. J'ai l'esprit d'escalier, mais je voulais en parler. Thomas Porte, le député LFI, qui s'indignait que Ruth Krief soit protégé, alors que lui, menacé, ne l'avait pas été. Mais si je me souviens bien, M. Porte avait bien dit: la police tue. La police. Donc pourquoi demander à la police de le protéger? Si la police tue, je lui pose la question, non?
c'est un paradoxe. Oui, un vrai paradoxe. Et peut-être qu'il serait temps de lâcher les baskets à Madame Ruth Elkrief. Je trouve que cette obsession malsaine sur cette journaliste, ça commence à bien faire. Ça commence à devenir dangereux pour elle. Oui, ça commence directement à faire d'elle une vraie cible policière. Donc ça suffit maintenant. Non mais voilà. Non mais vous avez raison. Vous avez raison. Et d'ailleurs, on l'avait vu avec Louis Boyard aussi. On réclame la protection de la police alors qu'on l'accuse par ailleurs. Soit la police est criminelle et est indigne, et dans ce cas, on ne demande pas sa protection. On peut pas vomir sur la police. C'est l'incohérence de ceux qui pensent qu'ils peuvent se passer de la police et de policiers en disant que c'est quelque chose dont on se souvient d'ailleurs que la France insoumise voulait se séparer de la BAC en disant que la BAC n'attirait que de la violence et des problèmes et qu'on pourrait très bien vivre sans. La preuve que non. La preuve qu'on en a besoin. La preuve que dès que ça les touche, eux, ils se rendent compte et ils se rappellent qu'on a besoin de la police pour la sécurité de tous. Et Gérald Darmanin a précisé que il avait proposé à Jean-Luc Mélenchon une protection policière et qu'il ne lui a jamais répondu. On se retrouve dans un petit instant. On continue notre tour de table. On va parler d'Israël et on va parler également de l'audition des présidents des universités américaines au Congrès. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui avec Thomas Alexhauser, Baptiste Ménard, Noémie Alioua et Alexandra Spinner. Alexandra, vous vouliez revenir sur l'audition des présidents des universités américaines au Congrès. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, alors depuis les massacres du 7 octobre, des dizaines de faits relevant de la haine anti-juive ont été relevés dans les universités américaines et pas des moins prestigieuses. Sur les campus, des collectifs revendiquent haut et fort leur antisionisme, parfois même leur adhésion au Hamas, et sèment l'angoisse parmi les étudiants juifs. Alors, vous avez des manifestations anti-israéliennes qui ont provoqué des tensions au sein des plus grandes universités américaines, et on y tient désormais des propos antisémites totalement décomplexés. On constate impuissant à l'émergence d'une génération d'antisémites progressistes, et la tolérance des présidents de Harvard, de Penn et du MIT ont conduit des députés du Congrès américain, des députés républicains et démocrates, à demander leur audition. Alors la question qui leur est posée, elle est simple, et elle devrait appeler à une réponse simple, c'est l'appel au génocide des Juifs, est-ce une violation de vos règles, des règles des universités citées précédemment? Et les États membres, les réponses alambiquées, le silence des trois présidents illustrent le naufrage moral de ces universités prestigieuses de la Ivy League. Je rappelle que le département de Harvard, le département du Moyen-Orient, a bénéficié de plus de 1,5 milliard de dollars de donateurs du Proche-Orient. Ah oui. C'est peut-être le début d'une explication sur le silence coupable de ces dirigeants d'université. Alors on doit vraiment s'inquiéter de l'infusion de l'idéologie frériste dans ces hauts lieux de formation de l'élite américaine. Ne pas penser que nous en sommes épargnés, surtout, et dire haut et fort que cette idéologie, elle prospère selon une matrice totalitaire. Parce que c'est ça la réalité. Et qu'il est urgent, ici comme aux États-Unis, de renouer avec l'universalisme républicain, car c'est le socle de tout, tout simplement. Ouais, alors il faut rappeler que il y a deux présidentes, deux femmes qui ont dit de ces présidentes d'université qu'appeler au génocide, c'est ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Voilà, c'est leur réponse. Toutes les réponses sont complètement sidérantes. Leur silence aussi. Et j'avoue que la députée américaine Élise Stefanik, corrigez-moi si je me trompe, peut-être qu'on peut vérifier. Ouais. Elle est assez impressionnante parce qu'elle ne lâche rien et elle pose la question inlassablement. Mais la réponse qu'on attend tous n'arrive jamais. On parle quand même des universités les plus prestigieuses des États-Unis. Je veux dire, on a tous rêvé un jour que nos enfants aillent dans ces universités. Je pense qu'on peut revoir notre jugement. Oui, absolument. Et ce qui est très intéressant, je trouve, intellectuellement, c'est effectivement que c'est porté par un discours dit progressiste. Mais c'est ça. Et là, on voit, ce sont des antisémites progressistes. Ce qu'on met sous l'étiquette de wokiste, et parfois on a du mal à saisir ce mot, ce terme, ce que ça renvoie. Eh bien, c'est exactement ça, c'est-à-dire une inclusion
l'exclusion qui, en fait, sous le terme d'inclusion, ne fait qu'exclure. Alors, on nous dit, les Palestiniens, vous en parlez, 150 000 personnes sont mortes. Mais c'est pas le sujet. Non, mais c'est pas du tout le sujet. Le sujet. Non, mais je vous relais pour pas qu'on ait le sentiment, évidemment, qu'on voit les images. Ce que je voudrais dire à cet auditeur, c'est que ça n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est que des présidentes d'université cautionnent des propos profondément antisémites et des propos qui font des étudiants juifs des cibles. C'est ça qui est inacceptable. Ça n'a rien à voir avec le sort des Palestiniens ou ce qu'il se passe à Gaza ou pas. Moi, alors je vais peut-être m'embarquer dans un truc compliqué, mais Noémie, vous allez peut-être pouvoir m'aider sur cette nuance qu'avait tenté justement Caroline Fourest sur l'intention qui est de tuer et de massacrer, qui est hors des crimes de guerre. Quand on lit ce matin un article dans la presse britannique, des piles de cadavres de femmes israéliennes empilées, sans culotte, sans pantalon, systématiquement violées, bassins brisés, seins coupés. C'est un article de la BBC qui décrit comment les terroristes du Hamas s'en sont pris méthodiquement à toutes les femmes, à ces femmes le 7 octobre, qui leur ont coupé les seins, qui ont joué avec. Je pense qu'il y a quand même une nuance à faire sur l'intention et sur la barbarie qui est celle-là. Ah, mais c'est... Moi, ce qui me choque le plus dans ces affaires d'agression contre les femmes, et d'horreur qui leur ont été commises par les terroristes du Hamas, c'est vraiment le silence des féministes qui me frappe, qui même en France vont vous faire des tartines sur l'écriture inclusive, vont vous faire des tartines sur la nécessité de féminiser le mot hommage et de l'appeler fémage. Et il y a des communiqués là-dessus. Et vous avez beaucoup d'associations féministes qui ont refusé de dénoncer ces actes anti-femmes d'une violence inouïe. Et ça, c'est vraiment frappant. Et on a des féministes, alors je vais les citer, mais moi je pense à Mona Chollet, par exemple, qui a été, on l'a questionnée là-dessus. Elle a refusé de condamner ça. Vous vous rendez compte? Mona Chollet, elle a écrit Sorcière, qui s'est vendu quasiment à 300 000 exemplaires. C'est une féministe, un pseudo-intellectuelle qui est très reconnue en France. Elle n'a pas dénoncé ça. Et vous avez des témoignages d'une horreur qui est inouïe. Je veux dire, on est dans un état de sidération quand on lit ça. On se dit, est-ce que c'est possible ça? Et pourtant, les témoignages sont multiples. Il y a des centaines de témoignages de femmes. C'est en train d'être documenté. Il y a des enquêtes qui sont en train d'être faites de façon très sérieuse sur la façon dont ça a été systématisé, les violences contre les femmes, les violences sexuelles. Mais mais c'est compliqué parce que voilà, toujours Olivier, cet auditeur qui me dit mais pourquoi je suis d'accord avec vous, mais vous parlez des femmes israéliennes violées, mais pourquoi vous ne parlez pas des enfants torturés dans les prisons israéliennes? Mais évidemment qu'on en parlerait ou qu'on en parle, mais pourquoi renvoyer? On vous parle d'un fait. On en parlerait. Et quand bien même ce serait le cas, c'est pas pardon d'être un peu trivial, fromage ou dessert, c'est pas on parle d'un fait qui s'est commis. Donc encore une fois, je compare quand on parle des femmes battues, on me répond oui, mais il y a aussi des hommes battus. C'est pas la question. On vous parle d'un fait. Donc pourquoi dire oui, mais regardez ailleurs? Oui, il y a ailleurs, mais il y a un fait dramatique, épouvantable, abominable, atroce qui se sont produits, qui sont ces agressions barbares de femmes qui ont été violées, agressées parce que femmes, parce que juifs, y compris post-mortem. Y compris post-mortem. Moi, j'ai dit ici combien je considérais que les organisations féministes s'étaient déshonorées en France comme ailleurs. Bien sûr, vous l'avez dit la semaine dernière. C'était mon coup de gueule il y a 15 jours. Mais ce qui est sidérant, je trouve, c'est que la première image qu'on a eue de cette barbarie du 7 octobre, c'était une jeune femme avec son pantalon ensanglanté, malmené par des hommes. Je veux dire, ça ne faisait aucun doute que le corps des femmes israéliennes avait été le champ de bataille du Hamas. Et là, je reprends une expression des Femen, qui sont, je crois, à ce jour, les seuls à avoir réagi. Il y a eu une réaction, bien tardive de la Fondation des femmes. Voilà, c'est dénoncer cette barbarie, dénoncer ces crimes contre les femmes. Au fond, c'est quelque chose de tout à fait unique dans l'histoire de l'humanité. Et le fait de le dénoncer ne nous empêche pas, par ailleurs, de dénoncer d'autres crimes, d'autres tragédies. Donc, je trouve que cette concurrence victimaire, elle est insoutenable. Elle est insoutenable. Ce qu'on a fait aux femmes en Israël le 7 octobre, c'est quelque chose
d'unique dans l'histoire de l'humanité. Alors, le viol est utilisé comme arme de guerre. Hein. Il y a toujours eu partout... Il y a un rapport d'Amnesty International qui a été publié ce matin, vous avez vu, où on apprend qu'en Iran, des hommes et des femmes qui sont contre le régime des mollahs, qui sont pour la liberté des femmes, ont été victimes de sévices sexuels. Pas dans les mêmes proportions. C'est tout à fait différent, mais enfin, effectivement, ça fait partie des Ce qui me choque, c'est que... Thomas Alexander. Ce qui me choque, c'est que tous les relais que l'on a sur ce qui s'est passé d'abominable, atroce, inimaginable à l'encontre des femmes, on le retrouve principalement dans la presse étrangère. Oui, c'est-à-dire que c'est le Washington Post il y a une semaine ou deux. Là, c'est la BBC. Là, c'est la BBC dont vous parlez. Et je n'ai pas vu trace de sujet, d'enquête relatant ce qui s'est les pires atrocités qu'on ait vécues le 7. Et le 7, c'était une journée pour moi de génocide. Et c'était une des journées les pires de l'histoire de l'humanité, où il y a eu une volonté organisée d'assassiner, de terroriser, de briser, de violer 1200 personnes totalement innocentes et qui ne sont pas responsables du conflit, de la colonisation de Cisjordanie, qui ne sont pas des soutiens absolus de Netanyahou, des hauts gradés de l'armée israélienne, etc. Mais c'était des militants de la paix en plus. Mais en plus, cette invisibilisation, effectivement, du fait d'absence de réaction et aussi médiatiquement, moi je considère que c'est les faire mourir une deuxième fois. C'est-à-dire que c'est quand même des violences et des brutalités, mais comme on pensait peut-être plus jamais en connaître, qui ont été commises sur des femmes, y compris post-mortem. Moi, je n'ai pas vu une ligne, je n'ai pas vu effectivement des associations, des acteurs engagés sur la question s'émouvoir de cette situation, la dénoncer. Et je veux dire aussi que moi j'en ai assez que sous le prétexte de ne pas apparaître, ou parce que nous dénoncerions cela, nous serions des soutiens du régime de Netanyahou, etc. Ça n'est pas le sujet. Non, et moi, j'aimerais qu'à un moment donné, il y a des faits. Ce qui s'est passé le 7 octobre était une atrocité invraisemblable, et on ne peut pas relativiser, on ne peut pas dire que mais il y a ci, il y a ça, etc. Il s'est passé quelque chose le 7 octobre, ça doit être dénoncé avec force. Et effectivement, on constate quand même souvent, et c'est là où vous avez raison, c'est pas la première fois, les femmes sont aussi souvent des victimes de guerre. Mais là, franchement, de la manière dont ça a été fait, les images que nous voyons, c'est effroyable. Je pense qu'on a rarement atteint quand même un niveau de barbarie. Le viol, le meurtre de femmes dans les conflits est recensé. Je rappelle toujours la grande duchesse du Luxembourg qui a monté, qui lutte contre cela, qui récupère des femmes qui sont nées de viol. Enfin, vraiment, elle fait un boulot exceptionnel. Mais là, de tuer des femmes, de les violer au point que le bassin est fracturé, qu'on leur coupe les seins, qu'on joue avec, qu'on les éventre, je ne crois pas qu'on ait atteint qu'on souille leurs dépouilles. Le plaisir dans la barbarie, la jubilation, c'est-à-dire que complètement, c'est ça qui est effrayant dans l'exil. Pour assassiner politiquement quelque chose, c'est des choses qu'on a vues, mais là, le plaisir qui est ressenti par ces barbares qui ne se contentent pas de tuer, qui ne se contentent pas de violer, mais qui vont beaucoup plus loin aussi dans le plaisir du mal, c'est ça qui est frappant et même sidérant. Tout ça rend absolument choquant l'absence de condamnation et de mots sur les atrocités. Allez, on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sandrine Rousseau, c'était une erreur d'accueillir les Jeux Olympiques. On est loin de l'esprit des JO. C'était une erreur. Nous y sommes opposés. Paris n'était pas prêt à faire ça. Nous avons dégradé des jardins pour faire des équipements sportifs alors que nous avons absolument besoin des jardins. On ne va pas refaire l'histoire en permanence. Voilà, nous allons juste... je ne sais pas si j'irai ou pas. Bon. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous allons parler du plan de Gabriel Attal pour relever le niveau des élèves français et puis de Crépol si on a le temps également. Noémie, un mot, vous vouliez, c'était votre coup de gueule qui est en lien avec ce qu'on disait. Oui, vous savez, on a assez peu formé en France pour comprendre vraiment le niveau de perversité des terroristes du Hamas. Il y a malheureusement beaucoup d'esprits crédules qui ont imaginé que les islamistes avaient traité avec humanité les captifs israéliens.
On a vu aussi certains propagandistes ces dernières semaines qui se sont servis de photos trompeuses pour faire circuler l'idée selon laquelle les otages étaient bien traités, parce qu'ils montraient pour certains des tempéraments relativement calmes. Et qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Eh bien, on apprend, selon le ministère de la Santé israélien, qui a fait au cours d'une commission hier, que en fait les otages ont l'air apaisés parce qu'ils ont été drogués au moment de leur libération, et pas par n'importe quelle drogue. C'est le clonazepam, connu sous le nom de Clonex. C'est un médicament qui est utilisé pour prévenir et traiter les troubles anxieux, les crises d'épilepsie, la bipolarité. C'est une substance qui a été retrouvée dans les analyses sanguines des otages, qui montre la duplicité de l'organisation, qui tente toujours d'amadouer les esprits faibles, et manifestement ça marche, d'où l'indépendance, on va parler de l'école, mais d'où l'importance, l'urgence de développer l'esprit critique à l'école, eh bien pour au maximum essayer de faire en sorte que les concitoyens, en France comme ailleurs, soient armés intellectuellement pour se rendre compte, et lorsqu'il y a de la propagande comme ça, de pouvoir s'en rendre compte. On va changer de sujet, on va revenir sur comment on dit, le baromètre, enfin l'enquête PISA, où on a appris donc que nous avions encore perdu dégringolé. Oui, absolument. Cela dit, je dois vous dire que le Parisien ce matin a mis 4 exercices. Et que je ne suis pas très fière. Que je ne suis pas très fière. Non, je ne suis pas très fière. Je dois avouer que mon niveau en maths n'a jamais été excellent. Mais alors là, je vous n'avez pas essayé, moi je vous conseille. Et donc, c'était vraiment pas bon. Et donc, Gabriel Attal promet le retour de l'exigence à l'école avec une série d'annonces. C'est un plan pour remettre de l'exigence à l'école. J'assume de porter une ambition très forte pour l'école, sans aucun tabou. Alors, très bien, mais des paroles et des actes. Alors, des paroles et des actes, oui, moi je ne peux que me réjouir que le ministre de l'Éducation nationale fasse sienne toutes les préconisations de la droite depuis des années, puisque nous plaidons pour tout cela depuis des années, donc ça je ne peux que m'en réjouir. On peut espérer qu'il passera concrètement à l'acte, puisque on l'a vu avec l'abaya. Je crois qu'il est déterminé quand même à reprendre le système éducatif en main. Moi, voilà, à chaque classement PISA, on fait mine de découvrir la Lune. Ouais. On sait bien que le niveau scolaire s'effondre, que les premières victimes en sont ceux qui sont le plus faibles sur le plan économique. Ce sont les premières victimes de l'effondrement de notre système éducatif. Voilà, il faut... Et alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé surtout dans ce classement, c'est que tous les pays qui sont en tête, qu'est-ce qu'ils appliquent au fond ? Ils appliquent la culture du travail, la culture de l'effort. Oui, c'est d'autres. Le respect des règles, le calme dans les classes, oui. Revenir aux enseignements fondamentaux, mettre des règles, les respecter, des limites et dire durcir le brevet des collèges et qu'on ne soit plus à 90% de réussite au bac, c'est-à-dire de brader ce truc. Moi, la question que je me pose, c'est avec quels enseignants va-t-il faire cela quand on voit qu'on c'est un peu le sujet. Oui, non, mais c'est justement ce qu'on constate aussi dans ces pays qui sont en tête du classement, c'est que dans ces pays-là, justement, après tout ce que je viens d'énoncer, les enseignants sont très respectés. Et ça, je crois que ça doit être au cœur de toute cette révolution du système éducatif. On doit renouer avec le respect des enseignants. Ils doivent retrouver leur légitime place dans la société, qui est essentielle. Ils sont en première ligne. Et ça, c'est essentiel. Et je suis certes, nous avons dans notre pays des enseignants tout à fait remarquables. Peut-être faudrait-il qu'on rende la vie un peu plus facile, par exemple, à nos agrégés. Oui. Auquel on fait vivre un véritable enfer administratif, la fameuse France des parapheurs. Donc voilà, moi je me réjouis. Je pense que entreprendre le démantèlement de la structure si rigide du collège unique, c'était essentiel. Donc en gros, parmi ce qu'il a annoncé, c'est redoublement. Donc le dernier mot sera aux enseignants. Primaire, nouveau programme et méthode de Singapour obligatoire. Je ne sais pas, c'est une méthode. Voilà. Des groupes de niveau au collège, le brevet obligatoire pour entrer au lycée, une nouvelle épreuve du bac en fin de première, et puis des manuels scolaires labellisés. Thomas Elexhauser.
Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Ça a été salué par beaucoup de personnes. Alexandra Spinner. Pas les syndicats ni Libération ce matin. Mais voilà. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes. La prépa lycée aussi. On est tombé dans un système où tout devenait automatique. C'est qu'on passait d'une école à une autre, école primaire à collège, à lycée, etc., jusqu'à avoir le bac plus ou moins facilement. Et je trouve que là, ce qu'il a mis permet quand même de pouvoir mettre des strates et des grades et de pouvoir passer d'un niveau à l'autre avec certaines conditions. Je voudrais juste rajouter une proposition qu'a fait David Lisnard depuis longtemps et qui est un certificat de fin de scolarité primaire où on peut s'assurer qu'avant d'arriver au collège, on a des fondamentaux indispensables sur les français et les mathématiques. Et donc cette proposition de David Lisnard, je la remets à l'antenne ce matin. Je pense que c'est important à chaque période de passage de l'école au collège, du collège au lycée, qu'il y ait quand même un step de franchi. Et je salue quand même le travail qu'a fait Attal en quelques semaines sur cette proposition. Moi, ce qui me sidère, pardon d'insister, mais ce matin, je lis tous les journaux, Libération, les réformes de Gabriel Attal vont à contre-courant de la recherche universitaire et le ministre de l'Éducation multiplie les annonces plus que conservatrices et contre-productives. Avec des syndicats de profs, on est dans un échec absolu, il n'y a rien qui fonctionne. Et ils ne veulent pas qu'on change. C'est précisément les sciences sociales et toutes les recherches universitaires en tout genre qui ont mené à l'effondrement de notre système éducatif. Donc, je suis pas très étonnée que l'IB ne salue pas le programme de Monsieur Attal. Ce que je veux vraiment mais les syndicats de profs non plus. C'est ça qui est dingue. Les syndicats de profs sont gangrénés. Il faut quand même. Ils sont gangrénés par la gauche wokiste. Mais oui, pardon. Non mais est-ce que ça représente concrètement dans l'opinion? Mais enfin, c'est des mesures de bon sens. Ce sont des mesures de bon sens. Et d'ailleurs, il est extrêmement populaire, Gabriel Attal, depuis qu'il a pris cette ligne, c'est-à-dire l'anti-Papendiaï. Et d'ailleurs, je suis même étonnée qu'il y ait autant de gens qui saluent ce qu'il annonce. C'est du bon sens. On s'était tellement en fait habitué à un ministère qui faisait des annonces catastrophiques. Oui, mais au moment de pour l'instant, il a fait ce qu'il a dit. Il ne fait dire que des banalités de bon sens. Oui, il faut avoir son brevet pour passer de classe. Oui, il faut peut-être un petit peu relever le niveau parce qu'on est tous au courant autour de cette table que on peut être un demeuré fini et avoir son brevet. C'est problématique quand même. Non mais bon. Alors, je vais dire plusieurs choses. D'abord, effectivement, il y a des annonces qui sont faites par Gabriel Attal et qui vont plutôt dans le bon sens. Après, il faut voir le contexte global et comment les mesures vont pouvoir se décliner. Parce que quand même, le contexte, c'est une pénurie d'enseignants, des conditions d'enseignement considérablement dégradées, un métier enseignant qui n'est plus attractif parce que il n'y a plus effectivement le respect qui est dû à la fonction qui est la leur, il n'y a pas la reconnaissance salariale compte tenu de l'engagement qui est le leur. Et donc, ça s'inscrit quand même dans ce contexte-là. Ensuite, il y a des mesures qui vont effectivement dans le bon sens. Il y en a d'autres sur lesquelles je suis un peu plus circonspect parce que nous savons bien que les inégalités sociales et les inégalités scolaires sont liées. Moi, quand on me dit que nous allons faire, par exemple, des groupes de niveau, je m'inquiète parce que nous savons très bien que si le groupe de niveau le plus élevé continue d'avancer, de progresser avec la même méthode, jamais le groupe de niveau le plus faible ne le rattrapera. Nous savons très bien que c'est en faisant cette mixité que nous pouvons effectivement tirer vers le haut l'ensemble. Par contre, il faut développer et débloquer des moyens pour effectivement avoir des effectifs plus réduits. Il y avait un dispositif qu'avait monté Najat Vallaud-Belkacem qui s'appelait plus de maîtres que de classes, qui a été redéployé par le gouvernement en faisant en fait le dédoublement des classes, mais ça revient au même, c'est-à-dire faire en sorte que il y ait un taux d'encadrement qui permette à l'enseignant de pouvoir passer plus de temps auprès des élèves les plus en difficulté. Après, sur la volonté de remettre, j'allais dire, des rites de passage, moi j'y suis favorable. Je pense qu'effectivement, quand j'étais collégien, et c'était pas au siècle dernier, le brevet des collèges, moi non plus.
Je suis né au siècle dernier, mais le passage du brevet, c'était pas au siècle dernier. C'était un passage important. Et c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup mis de contrôle continu, à la fois sur le brevet des collèges, à la fois sur le bac, moi je trouve que c'est contre-productif. Et je pense d'ailleurs que ça ne prépare pas aux études supérieures. Et puis ensuite, il y a une dernière faiblesse, j'allais dire, dans le plan peut-être de Gabriel Attal, c'est que c'est très bien de dire qu'il faut remonter le niveau, c'est très bien de dire que voilà, il faut remettre un certain nombre de choses. Par contre, qu'est-ce qu'on fait pour les élèves qui seront jugés trop faibles? Qu'est-ce que l'on met en place comme plan d'accompagnement pour faire en sorte qu'ils ne soient pas en échec scolaire et qu'ils ne soient pas perdus? Et donc là, ça implique aussi, je le redis, la revalorisation des filières professionnelles. Il y a beaucoup de beaux métiers et dans ces métiers-là, je le dis, il y a une pénurie, c'est-à-dire que nous n'avons pas assez de plombiers, nous n'avons pas assez de menuisiers, nous n'avons pas assez, et donc ce sont des savoir-faire, et donc je pense qu'il faut accompagner, non mais l'industrie aussi, mais il faut accompagner cela, c'est-à-dire que quand on annonce à un parent, dire bon bah ça sera peut-être la voie professionnelle, c'est vécu comme un échec, ça ne doit plus l'être. Et donc voilà, ce que je veux dire sur tout ça, non mais c'est un effet d'ensemble, c'est ça que je voulais dire. Donc mais dire à un gamin de 3e, tu vas aller faire secrétaire médical ou tu vas aller faire plombier, je suis pas sûre que ce soit très excitant non plus pour le gamin s'il a pas une passion. Mais si le gosse a une passion en disant moi je veux être cuisinier ou j'adore la mécanique ou des choses comme ça, bien sûr. Mais bien sûr, mais parce que le rôle de l'école c'est d'élever et d'émanciper, c'est de permettre à chacun de choisir le chemin qui est le sien et de faire en sorte que quand il entre à l'école, quelle que soit son origine, son milieu social, il puisse accéder à sauf qu'il n'arrive pas tous au même niveau. Vous avez mais parce que tout le monde n'a pas le même niveau. Bien sûr. Et donc nous devons travailler là-dessus sur la réduction des inégalités scolaires. De les dire. Oui, mais travailler bien. C'est un peu long. Je suis désolée. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur la mixité des groupes de travail. Vous dites que ça tire tout le monde vers le bas. Moi, je dis que ça laisse des jeunes sur le carreau. Non, ça tire vers le haut. Oui, pardon, ça tire vers le haut, pardon. Oui. Moi, je dis que ça précisément, non, ça les laisse sur le carreau. Et je trouve que ces groupes de niveau, ça va permettre à des jeunes qui sont peut-être plus en difficulté d'évoluer selon leur rythme. Selon leur rythme. Parce que, évidemment, il faut bien se dire le prérequis, c'est qu'il y ait une espèce de mobilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas assigné à un groupe excellent ou à un groupe moins fort. Ça, c'est très important. Mais effectivement. Mais ça fonctionne pas. Ça marche pas. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Non, ça marche pas. Je l'ai connu, moi, en Amérique du Nord. Les nuls restent chez les nuls, les moyens restent chez les moyens, et les bons restent chez les bons. Et le passage d'un à l'autre n'existe pas. Mais la question, très peu ou exceptionnellement. L'accompagnement personnalisé. Donc, il faut que le prérequis soit la mobilité. Je crois pas. Je crois que il faudrait mieux développer, me semble-t-il, mais encore une fois, à mon modeste niveau, il vaudrait mieux développer des stages et peut-être des sessions qui permettent aux élèves les plus en difficulté d'être en petits groupes et effectivement de travailler en fonction du niveau, mais les groupes de niveau en tant que tels, moi je n'y crois pas parce que malheureusement, une fois que vous êtes dans le groupe, vous êtes catalogué, moi je l'ai vécu en mathématiques et malheureusement je ne suis jamais allé dans le groupe du dessus. Bon voilà, c'est une réalité, donc vous restez entre vous, vous concentrez les difficultés et vous n'avez pas de possibilité on se justifie soi-même d'être mauvais en maths. Absolument. Donc, allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Cette semaine, écoutez Sud Radio et à tout instant, ouvrez vos cadeaux en direct. Au pied du sapin, des séjours d'une semaine pour 4 personnes en appartement 2 pièces en France métropolitaine avec Odalis Vacances, des coffrets cadeaux d'objets design et connectés de la marque française Lexon d'une valeur de 300 € et des tonnes d'autres surprises. Pour gagner, écoutez Sud Radio tous les jours et tentez de remporter votre cadeau qui vous attend au pied du grand sapin de Noël Sud Radio. Joyeux Noël! Augmentez vos chances de gagner en vous abonnant aux réseaux sociaux de Sud Radio. Édition de l'offre en magasin et sur but.fr. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Un débat s'est engagé sur Gabriel Attal. Sur la Attalmania. Oui, mais sauf que il a fait des choses concrètes, il fait des annonces assez fortes. Effectivement, est-ce que ce sera suivi des faits? Mais il reprend toutes les propositions des Républicains en matière d'éducation nationale. C'est forcément pour nous réjouir. Il était un excellent porte-parole du gouvernement, c'est un très bon communicant, mais je pense qu'il se donne du mal. Il est populaire aussi parce qu'il me semble quand même qu'il y a un consensus au sein de la société
au sein de la société française sur l'idée que l'école doit encourager l'excellence, qu'il faut un certain niveau d'exigence. Et si vous voulez ça, je suis même persuadée que ça dépasse les clivages. Il ne s'agit pas d'être de droite ou d'être de gauche. Tout le monde s'entend sur l'idée que l'école, c'est un lieu important et c'est un lieu qui doit être défendu comme il se doit. Mais c'est comment on fait pour tout ça. à fait. Après, c'est la question, c'est de savoir comment. Mais c'est ce qui explique, il me semble, que le fait que Gabriel Attal est aussi populaire. Et quelque chose qui me manque un petit peu dans ces propositions, je trouve, c'est que on ne donne pas assez de liberté à l'institution éducative, pardon. Je pense qu'on a des chefs d'établissement qui mériteraient d'avoir plus d'autonomie dans la constitution de leurs projets éducatifs, dans le choix de leurs enseignants, dans des travaux et des projets communs qui seraient construits par la communauté éducative. Je trouve qu'on a parfois trop de rigidité dans un système qui a été construit avec des cases, etc. et qu'on ne permet pas suffisamment de donner de la liberté au corps enseignant. Et c'est un appel que je voudrais lancer sur plus d'autonomie accordé aux chefs d'établissement. Oui, bien sûr. Tout le monde est d'accord. Plus de liberté pour les chefs d'établissement, ça, évidemment, je suis d'accord. Non, mais je pense que ce qui est vraiment important de dire, c'est que revenir à la lecture, au fait d'écrire, savoir compter, savoir calculer. Moi, je suis fermement convaincu que c'est le seul, les fondamentaux, le seul remède contre le décrochage scolaire et contre le chômage des jeunes. Bien sûr, mais ça commence au primaire. C'est le chantier le plus important auquel il est urgent de s'attaquer. C'est ce que dit Alain Bentolila, le linguiste. Il faut que les enfants aillent à l'école très vite, à 2 ans. C'est-à-dire que des enfants qui, justement, n'ont pas le vocabulaire vont l'apprendre, vont l'acquérir. Et c'est là que commence l'injustice. Mais vous avez raison. Mais par exemple, c'est pour ça que je reparlais du contexte tout à l'heure. J'ai été un peu long. Mais parce que quand on a une pénurie d'enseignants, ce qui serait une mesure forte, par exemple, et qui serait pas seulement de la communication, c'est de dire scolarisation à 2 ans, obligatoire pour tous. On sait très bien, et ça toutes les études le disent, que les enfants qui vont à l'école dès l'âge de 2 ans ont des progrès incroyables en langage, en capacité à interagir avec les autres, etc. Il faut mettre le paquet sur l'école maternelle. Absolument. Ça, je suis désolée de le dire ainsi. Alors après, on peut revoir les programmes Singapour, méthode, je sais pas quoi, peu importe. Il faut mettre le paquet parce que c'est là que ça se joue. Et là, moi, je vous rejoins totalement. Et tant pis si ça ne plaira pas à tous mes camarades, mais je pense que nous devons mettre le paquet sur les fondamentaux parce que si on ne sait pas lire, si on ne sait pas écrire, si on ne sait pas compter, alors c'est le début des difficultés et ensuite tout s'accumule et c'est comme ça que vous avez un décrochage parce qu'à un moment donné, ça veut plus. Donc voilà, donc je pense qu'il faut mettre effectivement le paquet sur l'école maternelle, sur l'école primaire, en recentrant sur les fondamentaux, mais en permettant aussi aux enseignants effectivement d'avoir les moyens de leurs ambitions. Oui, alors une auditrice me dit Attal ne parle pas de la façon d'apprendre, ça pointe, ça passe par le manque d'évolution des cours des profs, il ne parle que des élèves et elle nous dit aussi l'excellence, c'est de dire aux jeunes que le brevet va être plus dur et qu'ils ne pourront pas aller au lycée, bravo, super mesure. Si on a plus d'exigences et si on a un niveau, à quoi ça sert de traîner, que des étudiants, que des jeunes traînent d'année en année en n'ayant pas les acquis, en se retrouvant avec le bac mais en pouvant rien faire. Avec le bac, pas non plus pochette surprise. Et surtout, à quoi ça sert de mentir ? Bien sûr. À quoi ça sert de mentir aux élèves ? Enfin, relever un petit peu le niveau du brevet, je suis pas du tout sûre que ça exclut la moitié des jeunes de l'entrée au lycée. On sait encore une fois que le brevet s'acquiert même en étant sans travailler. Il s'agit juste de développer aussi la capacité de travail, de dire aux enfants, aux jeunes qu'il faut un minimum faire quelque chose dans la vie si on espère quelque chose en retour. Après, c'est une question de mentalité qu'il faut développer. Il faut arrêter cette société d'assistés là qui pense que tout est dû. Attention, c'est pas qu'une question de volonté. C'est là, non, c'est pas qu'une question de volonté. On va avoir le brevet. Enfin, on peut aussi faire confiance à nos jeunes. Oui, on peut aussi leur faire confiance. Mais là où je rejoins l'auditrice, et j'entendais un enseignant ou un chercheur évoquer le manque de concentration des élèves, c'est-à-dire que les écrans, malgré tout, sont là, ont changé aussi l'attention, ont changé l'intérêt pour l'apprentissage. Bien sûr, mais on parlait tout à l'heure hors plateau, entre guillemets, de la question des livres. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très rare de croiser dans le métro ou dans la rue, dans les parcs,
les plus jeunes avec un livre, ils sont souvent avec des écrans, et les écrans, c'est une question qui est posée à toute notre société et qui a complètement dévoyé et détruit la capacité d'attention et de concentration des jeunes enfants. Revenir sur les tablettes à l'école, ça passe aussi par là. Le retour des manuels scolaires. Absolument. Allez, on est vraiment d'accord. Merci à tous les quatre. Tout de suite, André Berthoff. Très bonne journée. Sud Radio.